خاطر خوتاتي مساء الخير عليكم. جيسبر راكم ملاح باسكو اليوم حنا ما راناش ملاح بزاف. راناش ملاح بزاف باسكو اون فا ابوردي واحد لو سوجي تري امبورطون يولي قليل من لي كومباتريون تاعنا ما يعرفوه باسكو لي ديريجون تاعنا ما يحكوش عليه بزاف. وباش نفهموا هذا لو سوجي كي لا سيكوريتي اليمونتير ولاغريكولتور يعني الفلاحه والامن الغذائي في بلادنا. اون ا لو بليزير اي لونور داكوير دكتور سفيان بن عجيله agronome, ingénieur agronome et expert en agriculture. Il est d'origine de droite, donc de l'Algérie profonde. Il n'a pas fréquenté les hautes sphères, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il a travaillé avec de nombreuses organisations internationales, l'Union africaine, dans plusieurs pays africains pour des missions précises. خدم على le CRDI, un organisme international de la recherche agricole, etc. Où c'est l'un des connaisseurs de l'agriculture algérienne. C'est Sofiane. En toute honnêteté, la situation de l'agriculture algérienne, كيفاش راهي؟ يعني le tableau général كيفاش راهي الفلاحة في الجزائر؟ Bon, on sait, ça c'est connu, hein, on sait qu'on importe 70% de ce qu'on consomme en termes de calories. Et donc ça c'est un déficit énorme. Et donc si on compare par rapport à 62, en 62 on produisait 2 quintaux par habitant et par an. Ce qui c'est la consommation. Actuellement, on produit moins de 85 kilos par habitant et par an. De quoi de céréales. On parle de céréales, pourquoi? Parce qu'on dit les céréales, c'est le baromètre de la faim. Et 40% des calories alimentaires dans le monde sont assurées par les céréales. Et actuellement, comme on parle de tonnes équivalent pétrole, on a tout converti en tonnes équivalent céréales, TEC. D'accord. On produisait plus de céréales à l'indépendance qu'aujourd'hui. Par tête d'habitant. D'accord. Donc, les rendements ne se sont pas réellement améliorés. D'accord. Et la population s'est multipliée par 4. On a consommé nos terres. On a construit sur des terres arables. L'érosion fait le reste. Il y a au moins 40 000 hectares qui partent chaque année par érosion. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est encore plus. Les ressources en eau, surtout au nord, elles n'arrêtent pas de diminuer. Il y a le problème d'infiltration de l'eau de mer. Et puis voilà, il n'y a pas d'infrastructures qui ont été développées pour. On fait de la mise en valeur sans vraiment construire une agriculture pour. Et en fait, on vire vers le massacre même du potentiel de terre qu'on a. Le tableau est aussi noir que ça? Le tableau, techniquement, il est aussi noir que ça, le tableau. Parce qu'on n'y met pas suffisamment de technique. L'agriculture, c'est pas... On ne peut pas transposer, premièrement, des idées industrielles dans l'agriculture. On est obligé de fonctionner avec les rythmes biologiques. Et on ne peut pas transposer, c'est-à-dire on ne peut pas... C'est un peu comme on discutait tout à l'heure. Un arbre, il met tant de temps à se mettre en production. Un sol, pour le fertiliser, il faut tant de temps pour remonter le taux de matière organique et pour pouvoir l'exploiter. Et tout ça, ça se construit sur le temps. Et on ne peut pas du jour au lendemain dire OK. Et là si on met tout le paquet techniquement, on n'aura pas de réponse avant 5 ans. Mais, c'est Sofiane, quelles sont les erreurs qui ont été commises pour que l'agriculture terrain tu les dans ces situations? Chauffe, il y a plusieurs. On regarde, ça comment. On peut prendre l'exemple du barrage vert. On peut prendre l'exemple de la révolution agraire. On peut prendre les exemples les dernières. Là. Beaucoup d'argent a été investi dans le FNRDA et tout. Mais si on voit la part de l'étude là-dedans, sans étude. C'est-à-dire les barrages verts, les lacs, etc. Il manquait de visibilité, il manquait de stratégie. Non, mais ça se prépare. C'est des études qui se font. Et après, on attaque. En agriculture, il n'y a pas de copier-coller. Hein? Parce que même si on copie un modèle, on essaie de copier un modèle, on ne peut pas importer avec le climat
Hein. On ne peut pas importer avec les données écologiques ou de la région. Donc, c'est les données de la région qui nous dictent la conduite. Et nous, on a essayé d'importer un modèle? Actuellement, par exemple, cette histoire d'Américains qui arrivent en Algérie, bien sûr qu'on a essayé de copier des modèles. On n'a pas mis au point des modèles propres à nous. Si on voit par exemple au sud, les histoires d'Oasis, c'est des modèles qui ont été mis au point par des hommes en fonction des conditions écologiques. On parle, il y a une mesure qui se fait, c'est ce qu'on appelle la biocapacité. La biocapacité, c'est la capacité d'un milieu à absorber toutes nos activités alimentaires, déchets, etc. etc. Cette biocapacité n'arrête pas de chuter. Hein, parce qu'on exploite pratiquement tout de façon minière. Je m'arrête, hein, ça veut dire j'ai un taux de fertilité dans un sol avec un taux de matière organique et je commence à prélever. Je prélève à travers les cultures prélèvent et on arrive à un seuil où après c'est plus rentable, c'est plus viable. On a saboté nos sols, on a pollué nos sols. On a surexploité les réserves de sol qu'on a. On prend par exemple l'exemple on exploite chaque année 3,5 millions d'hectares. Il y a 3,5 millions d'hectares qui sont en jachère. Techniquement, on peut ne pas laisser 3,5 millions d'hectares en jachère. Ils sont inexploités, abandonnés. On ne peut pas les laisser. Techniquement, il y a 1001 modèles pour faire en sorte que on exploite chaque année 7 millions d'hectares. Pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qui nous bloque? Ça c'est politique. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. Mais si on voulait le faire maintenant, on n'aurait même pas la capacité de les faire. C'est-à-dire on n'aura pas la capacité de faire ça en 1 an ou 2 ans. Parce que 3 millions d'hectares, c'est toute une infrastructure de stockage, de machines, d'hommes, tout. Mais d'un côté, tu nous dis qu'on a surexploité nos terres, et d'un autre côté, on voit les 3 millions pratiquement qui sont abandonnés, qui ne sont pas utilisés. Donc, mais ça laisse pas maintenant. Non, c'est exploité en jachère. Une année exploitées, une année, elles ne sont pas exploitées. Mais ce qui est en jachère, ce qui n'est pas exploité, en fait, ça peut être exploité. Pour l'élevage, pour un tas de trucs, ça peut être explooté. On gâche notre potentiel. On continue à importer de la bouffe de l'étranger, qui vous mettre l'étranger, exact. En termes de rendement, on a pratiquement les rendements les plus faibles de la rive sud de la Méditerranée. Par exemple, on prend au Maroc, ils font du 700, c'est les chiffres de la FAO, statistiques de la FAO, ils font du 700. Le Fonds mondial d'agriculture. L'alimentation, ils font à peu près 780 quintaux à l'hectare de pommes de terre. Non, les rendements déclarés, c'est 220 FAO. D'accord? Il faut le triple. À supposer qu'on suive le même parcours, le même itinéraire technique. D'accord? Un agriculteur algérien, on met les mêmes engrais, on met tous les frais, irrigation, etc., etc. L'autre, il produit 780 et nous, on produit 220. Disons 800 et 200 pour simplifier, 4 fois plus. J'ai payé les mêmes charges. L'hectare, il consomme les mêmes charges en semences, en engrais et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon hectare, il revient 4 fois plus cher, mon kilo de pommes de terre, il revient 4 fois plus cher que le kilo de pommes de terre qui est produit ailleurs. C'est ça le truc. Et comment remédier cette situation? Est-ce que moi, quand je fais des reportages sur le terrain, les spécialistes disent que c'est la mentalité de l'agriculture algérienne. L'agriculteur algérien n'est pas instruit, il n'est pas formé, il ne collabore pas. Il dit la carte fellah, il dit les subventions, mais il ne réinvestit pas. Est-ce que c'est vrai? Je pense que cette histoire de rente, elle a tout balayé. Il y a aussi autre chose. Avec le secteur agricole, quand on parle de l'aspect humain, tout est informel. Tout est informel. Il y a des gens, c'est un ouvrier agricole, ni déclaré. Il habite dans des logements où il n'y a même pas de... C'est vraiment indécent et tout. Et toute sa vie, il est ouvrier agricole.
Et sans retraite, sans assurance, sans rien, sans formation, sans plan de carrière, un jeune, comment on peut l'intéresser? Mais chez Kalitrou, l'ouvrier agricole aujourd'hui, il fait, parce qu'il y a plein de saisonniers, on peut faire une formation et élever le niveau, qu'il soit déclaré, qu'il y ait des bureaux. C'est possible de le faire. Bien sûr que c'est. Il y a des pays qui l'ont fait. Bien sûr. Partout, pratiquement partout. Et par exemple, des gens qui sont, il est recruté dans un verger, dans des périodes creuses, il peut faire des stages pour la taille, pour les traitements, pour ceci. Et il grimpe petit à petit, c'est un ouvrier agricole, ouvrier, etc., et il devient chef de culture, etc. Et ça, il n'y a pas. Eh bien, en agriculture, il y a énormément d'accidents. D'accord? On peut facilement, un tracteur qui fait une fausse manœuvre, je ne sais pas, n'importe quoi. Il n'y a aucune assurance. Il n'y a aucune assurance. C'est ce qui décourage, c'est pour ça que nos jeunes ne veulent pas faire de l'agriculture. Alors, il n'y a pas de main-d'œuvre, c'est pour ça. Pour peu que le type il soit entre les mains d'un petit escroc, il peut ne pas le payer normal. Il n'y a aucun recours. Est-ce que la solution, c'est de donner nos terres à des investisseurs étrangers? De ramener, comme on fait par exemple le Madagascar, ou le Kenya, ou la Tanzanie, de louer des milliers d'hectares à des Chinois, des Français, à des Américains, etc. Aux Indiens, est-ce que c'est une solution, ça? Quand on donne des terres, on les donne à des multinationales. Et les multinationales, elles raisonnent sur le contexte, dans le contexte profit. Ok. Actuellement, toutes les terres qui sont louées et tout, il y a des contrats depuis à peu près 2005, je crois, il y a l'équivalent de la surface du Portugal ou de l'Espagne qui a été vendue. En Algérie. Partout. Et il y a un pays, le continent le plus convoité actuellement, c'est l'Afrique. Et pratiquement, alors ça dépend du prix du pétrole. À un moment donné, on est dans la question de land grabbing, l'accaparement des terres. Et à un moment donné, quand le pétrole était à 145, les types ils faisaient du biocarburant avec cette terre. Ils ne produisent pas pour les gens du pays. Tous les trucs d'accaparement de terre, on le voit au Brésil et tout, ça a créé le mouvement des paysans sans terre. Quand on donne 40 000, 50 000 hectares à quelqu'un, mais il y avait 40 000, 50 000 hectares sur ces terres. Donc c'est un mauvais modèle. Bien sûr. On donne à une multinationale, le type il va pomper à bloc, l'électricité est subventionnée en Algérie. Il va exploiter de façon minière, le jour où il ne fait plus de bénéfices, il part. Moi j'ai rencontré un exemple concret. Ce que tu dis certainement vrai, c'est Sofiane. J'ai rencontré par exemple un Libanais qui est venu, le Mnéa. Tu sais très bien que le Mnéa, ils ont loué des terres 1000 dinars par hectare. Il a fait une exploitation de 1000 hectares, il a recruté des gens. Puis ça a ما كاينش main d'œuvre. Tu peux les Maliens ou les Nigériens, etc. Mais la production elle est là. Est-ce que forcément c'est mauvais? Non. Quel est ton regard d'expérience? Il faut. C'est vrai que je peux produire et tout. À ce moment-là, il faut regarder le coût. À quel prix? Et est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est soutenable? Ça, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. On le voit, comme on l'a vu tout à l'heure, dans des pays nettement plus industrialisés et tout. Actuellement, ils reviennent vers l'agrobiologie. Tu parles de l'agriculture intensive, tu as les dégâts de l'agriculture intensive. Et ça, on ne peut pas. Là, il faut absolument qu'on sorte cette phase. Il faut qu'on ne passe pas par cette phase-là. Il faut éviter l'agriculture intensive. Ah oui, il faut qu'on. Non. Il faut. Actuellement, on parle de AEI, agriculture écologiquement intensive. C'est un autre concept. Bon, en Europe, c'est inscrit au Grenelle de l'environnement depuis 2007, etc., etc. Et donc, c'est activer les mécanismes écologiques et c'est eux qui font la production. C'est pas à coup d'engrais, à coup de pesticides et tout qu'on va s'en sortir. C'est pas possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture industrielle, c'est le meilleur rendement par tête de type, par personne, mais c'est pas le meilleur rendement par hectare. D'accord? On prend par exemple un système en agroécologie. On a par exemple dans une oasis, on a la strate des palmiers.
D'accord? On a la strate des plantes arbustives, c'est-à-dire grenadiers, figuiers, etc., etc. Après, on a les cultures vivrières. On a 3 productions. Avec 1 hectare, on peut produire, en palmier, on peut produire 1 quintal minimum par palmier. Déjà, je suis à 100 quintaux. D'accord? On rajoute toute la strate arborescente, grenadier, figuier, etc. Plus on rajoute la strate arborée, les cultures vivrières. Et la production est nettement plus importante. Nettement plus importante, ça a un effet, parce que ça demande plus de main-d'œuvre, bien sûr, parce que la mécanisation, donc ça fait de l'emploi. Et par hectare, l'exemple de Cuba, ils arrivent à produire, alors on produit 100 quintaux dans les meilleures terres et tout, etc., en blé, en blé, dans les meilleures terres en culture industrielle. Mais tel le modèle, les modèles agroécologiques, on produit 5 fois, 6 fois plus par hectare. Par hectare, on produit nettement plus, même si ça demande plus de main-d'œuvre, mais c'est pas. De toute façon, on est dans. Il faut recruter des gens. Et Cuba a assuré comme ça sa sécurité alimentaire, malgré l'embargo. C'est devenu une école, Cuba, pour le monde. Et on peut s'inspirer des Algériens de ce modèle-là? Oui, mais pas à 100%, parce que Cuba, il ne gèle pas. Cuba, ce n'est pas un terrain désertique. Cuba, il pleut plus que chez nous, etc. Il y a des. Mais le modèle agroécologique, c'est le même. Est-ce qu'on manque d'eau en Algérie? Justement, la question qui revient. Est-ce qu'on a de l'eau pour développer de l'agriculture? Tu m'as dit tout à l'heure, pour un arbre, pour un pommier, il faut beaucoup d'eau, etc. Est-ce que le Bladna, le maquin? Au nord, pas tellement. Plus maintenant. Et au nord, on a énormément de terres qui sont situées sur les montagnes, dans des terres en pente et tout. Donc, ça réduit l'ousmo. Et l'eau, on n'en a jamais suffisamment. À part l'Albien, mais là. C'est quoi l'Albien? Les gens comprennent. C'est la grande nappe qui va de l'Algérie jusqu'à la Libye, etc. Sahara, etc. Mais donc, il y a une profondeur de pompage. Et donc, à partir de ce moment-là, dès qu'on pompe il y a un lien très étroit entre l'eau et l'énergie. Souvent, on dit qu'il n'y a pas d'eau pour des besoins, un manque économique, c'est-à-dire les gens n'ont pas les moyens d'extraire de l'eau. Actuellement, un agriculteur, même en Algérie, il a plus affaire à la Sonelgaz qu'à la Chambre de l'agriculture. Parce que les coûts élevés de la pompe, de la et actuellement, c'est subventionné. Alors, si ça ne l'était pas, ça serait et il faut absolument qu'on développe de l'énergie renouvelable pour ça. C'est-à-dire qu'il faut équiper les exploitations absolument. De panneaux solaires, d'éoliennes. Absolument. Ça coûte cher, ça aussi. Non, ça ne coûte pas cher. Alors, d'après les études qui sont faites, quand on électrifie en zone urbaine et on électrifie en zone rurale, c'est 4 fois plus cher en zone rurale. Parce que les endroits sont dispersés dans un espace. Il y a déjà le câblage, il y a des pertes de courant dans le transport de l'électricité. Et l'électricité est centralisée. D'accord? Mais si on a des systèmes autonomes en énergie renouvelable, soit éolienne ou surtout nous, solaire, c'est des systèmes qui sont indépendants, qui sont calibrés par rapport à l'exploitation, etc., etc. Par exemple, l'histoire le truc connu, l'histoire du poulet. On importe tout dans le poulet. Tout. On n'importe pas l'eau et on n'importe pas la main-d'œuvre pour l'instant. Mais tout le reste, tout on importe. Et en plus, le poulet industriel, c'est de l'œuf jusqu'à l'abattage. C'est l'électricité. C'est un coût énorme, l'énergie. Ça a un coût extraordinaire. Et là, il faut faire des calculs de coûts pour voir est-ce que c'est rentable ou c'est pas rentable en économie réelle. En parlant de coûts, etc., il y a beaucoup de gens qui fantasment en Algérie sur le désert, à Sahara.
الناس بزاف يتكلموا على واد سوف لو كا دو واد سوف وين لي ديون يعني سيد دو لا بلاس دي بلانتاسيون de pommes de terre etc. Est-ce que notre avis est-ce que c'est une bonne chose انت qui est expert est-ce que l'avenir تاعنا finalement n'est pas au sud? Non, le malheur c'est qu'on a des exemples de pays qui ont fait faillite dans ce système. Par exemple, l'exemple de l'Arabie Saoudite. Et on prend le même chemin. Où ça l'Arabie Saoudite? Eh ben, ils ont lancé sur des terres qui étaient maigres, avec de très faibles taux de carbone. Et donc, ils ont boosté aux engrais et tout. Des terres désertiques, c'est ça? C'est ça. Et bon, ils ont boosté, ils sont arrivés à 4-5 millions de quintaux, etc. Et après, c'est parti. Parce que c'est comme si c'était de l'agriculture hors sol. Ah. Voilà. La terre, c'est devenu un substrat inerte. يعني على حسابك واش انا نديرو في واد سوف سي دانجورو لو ديزير تاعنا ني با ادابتي لا بوم دو تير على بون والتفاح اكسيتيرا فو غاردي التمر فو نديرو غير النخله. L'agriculture, les gens ont toujours fait l'agriculture, elle se fait avec la nature. On peut pas planter des palmiers dattiers à blida et faire de la phéniciculture comme on ne peut pas faire des agrumes au sud, de façon industrielle, hein, c'est-à-dire économiquement rentable. Donc il faut respecter, on parle de vocation régionale, c'est une région Akada, parce que c'est une région où il y a tel type de sol, tel type de tel type. Donc les gens, on se déplace il y a un exemple très parlant, c'est l'exemple de l'Inde. À un moment donné, l'Inde avait 200 000 variétés de riz. 200 000 variétés de riz, ça veut dire que c'est pratiquement cousu selon les niches écologiques. Chaque village, sa variété, pratiquement. C'est là où il s'exprime le mieux. Et on ne peut pas importer de la semence de je ne sais pas où et dire qu'elle va pousser ici. Elle va pousser ici, mais il faut pesticides, engrais, tous les intrants. Et ça diminue les charges, ça diminue la rentabilité. Et ça tue le sol, ça tue la terre. Et ça tue la terre. Donc les terres dans le Sahara sont en danger. Un exemple, par exemple, actuellement, cette année, depuis peut-être cette année ou un an ou deux, ils vont obliger en France à couvrir les sols. D'accord? Les sols agricoles, il n'y a plus de terre rouge. Hein, parce que pour avoir de la matière organique, pour stocker de l'eau, etc., etc. Nous, le labour, c'est un dégagement de CO2. D'accord? Le labour, c'est une minéralisation des sols. Hein, le labour, maintenant, il est en passe d'être presque interdit dans certains pays. Nous, on n'en parle même pas. Si on va du côté des hauts plateaux, dans les zones céréalières, il y a un truc qui est très révélateur. C'est, on voit les cailloux qui apparaissent et les sols qui partent. Ça veut dire qu'on s'approche de plus en plus de la roche-mère, de la dalle. Il n'y aura plus de terres agricoles bientôt. C'est-à-dire on en perd chaque année. Combien de terres on perd chaque année à cause de nos mauvaises pratiques? Les chiffres sont contradictoires. On n'a pas de statistiques, mais on parle pratiquement il y a en terre globale, on perdrait les années, ça c'est des chiffres de 60, les années 50, pardon, on perdait 40 000 hectares par an. Et aujourd'hui, dans les années 2000? On doit perdre nettement plus. Au moins le double? Un truc comme ça. Et ces terrains-là, ils sont perdus parce qu'on les utilise mal ou là où ça? Parce qu'on les utilise mal, on ne fait pas ce qu'on appelle la défense et restauration des sols, c'est-à-dire la petite hydraulique, essayer de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'infiltration de sol, d'eau dans les nappes, enrichir les nappes. Il y a toute une politique donc, agricole qui fonctionne. Et ça, c'est pas mis au point. Et c'est ce qu'on fait à Oran, on ne fait pas à Constantine. Et ce qu'on fait à Alger, on ne le fait pas à Gardaïa. Il faut tenir compte des caractéristiques des terrains de chaque région. Chaque région. Les décideurs ne sont pas conscients de ça. Au ministère de l'Agriculture, mais en tout cas, quand on voit, par exemple, sur le truc du FNRDA,
c'était enfin, d'après moi, le dernier gros investissement de l'État là-dedans. Quand on voit le cahier de charge, on pouvait planter des pommiers partout. C'est quoi le Fonds national de développement agricole. On voit des pommiers. Le type, c'était l'agriculteur qui voulait. On pouvait planter des pommiers partout. On pouvait planter à la limite. Si j'étais agriculteur à la Mitidja, je voulais avoir une subvention pour planter des palmiers dattiers, on m'aurait dit oui. Incroyable. Tellement il n'y a pas de critères. Les types qui sont au sud, qui demandent à planter des pommiers, on leur dit oui, il n'y a pas de problème. Alors c'est une mauvaise chose. C'est le pommier, les terrains de prédilection, c'est ce qu'on appelle une rosacea pepa, et consomme énormément d'eau après les agrumes. Et on ne se nourrit pas de pommes. Actuellement, on donne des subventions pour des gens et on ne leur demande même pas qu'est-ce qu'il va produire. Quelqu'un qui me produit de la pastèque. La pastèque, c'est 30 calories par 100 grammes. C'est ce qu'on appelle un fruit désaltérant. On mange ça comme... C'est pas nutritif. Est-ce qu'on peut se permettre ça? De subventionner ça. Est-ce qu'on peut se permettre? L'Algérie a subventionné de l'air. Elle a subventionné, c'est-à-dire elle subventionne l'électricité, on te donne la terre, on peut te donner un tas de trucs et tu peux te retrouver, on ne te demande pas ce que tu produis. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'on a une idée des sommes qui ont été dépensées pour les subventions d'agriculture? Non, moi, je n'ai pas idée, mais je sais que c'est énorme. C'est énorme. Approximativement, ça peut dépasser combien? Il n'y a aucun bilan là-dessus? Non, c'est pas qu'il n'y a pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a un ou pas, mais moi, je n'ai pas de chiffre. Mais je sais que quand on est sur le terrain, on voit, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et la date. Comment se porte la culture de la date, etc., tout ça. Est-ce qu'on est bien? C'est maintenant, par exemple, récemment, que la Tunisie produit plus que nous. C'est quand même incroyable, un petit pays, alors que nous, on a des potentiels énormes. Parce que là, mais la Tunisie, on achète du lait de la Tunisie, on achète des œufs de la Tunisie, et on va bientôt acheter des oranges et des mandarines de la Tunisie. Comment ça se fait? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de politique. On n'a pas de politique agricole. Le soutien qu'il est mal dirigé. Il n'y a pas de politique agricole. Il n'y a pas. Par exemple, la date. Comment se porte la culture de la date en Algérie? La date, traditionnellement, quelqu'un ne peut pas lancer 100 hectares de date comme ça. D'accord? Les gens, ils avaient 1 hectare de palmiers, après il y a des rejets, il augmente ces palmiers. Parce que c'est une charge énorme. Et il faut compter une dizaine d'années pour commencer à rentrer en plein rendement, assurer ses charges, etc. Et pendant 10 ans, c'est des charges. C'est des charges parce que pendant 10 ans, tant qu'il n'est pas rentable le palmier, moi je paye pour l'irriguer, je paye pour ceci, je paye pour cela. Qui c'est qui va supporter ça? Est-ce que l'agriculteur, n'importe quel agriculteur peut subventionner ça? Est-ce qu'il peut suivre ça? Il y a l'État, il y a le soutien de l'État, non? Mais où est le soutien de l'État? تقول لي مثلا les subventions كانوا يدوهم لنا حنا les autorités algériennes كانوا يروحوا davantage à des cultures تاع الدلاع ولا كانت. Par exemple, parce que là, moi je fais en une année, je plante 6 mois, je commence à compter mon argent. Alors que le palmier dattier, c'est dans 10 ans. Et la production تاع les data نقصت ولا طلعت؟ Probablement طلعت parce qu'on n'a pas de chiffres. Tout est informel. عباك تحكم نحكم انا في الغواط لا دي سا peut-être qu'elle a 6 bagnoles. La direction de l'agriculture. Qu'est-ce qu'elle va contrôler? Quels sont les chiffres et tout? Rien. On ne peut pas avoir de... On navigue à vue. Et pourtant, dès que le Nord est internationalement reconnu, comment ça se fait on n'a pas fait un label où on a des devises, etc. Parce qu'il y avait le pétrole. On n'en avait pas besoin. Tout court. Tout simplement. Tout court. Et aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure, la culture de la date, on a fait quelques erreurs. C'est pour ça que la Tunisie produit 3 fois plus que nous. La petite Tunisie produit 3 fois plus que nous de date. C'est quoi ces erreurs-là et comment il faut les rectifier? Quand on voit, c'est toute une filière. Ça commence de l'ouvrier agricole et le rejet jusqu'à
jusqu'aux fruits qu'on met dans un carton et tout ça, toute la filière, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Et tout ça est ponctué par un potentiel humain où il y a un renforcement des capacités, c'est-à-dire il y a une formation pour ces gens-là, etc., etc. Et ça, il n'y a pas toute cette mesure d'accompagnement. Il y avait les écoles régionales d'agriculture. Elles formaient avec 18 mois de formation. C'était d'excellents techniciens et qui étaient formés sur l'agriculture de la région et ça fonctionne. Par exemple, dans le monde entier, enfin dans tous les systèmes agricoles, il y a des stations d'avertissement agricole. Une station d'avertissement agricole, une station d'avertissement agricole, elle est très en relation avec, elle peut être en relation avec la recherche, elle peut être en relation surtout avec, c'est quelque part un appui à la production agricole. C'est-à-dire qu'elle alerte, il y a tel parasite qui va arriver, elle alerte les agriculteurs. Si on ramène des nouveaux plants ou de la nouvelle semence, c'est elle qui teste et elle dit aux agriculteurs, est-ce que vous pouvez faire… Ça en Algérie. Ouais. Même les écoles régionales, où j'en avais dit. C'est des coquilles vides. C'est des coquilles vides. À la limite, ce qui se passe à l'INA et tout. Le fameux licenciement des profs, le problème qu'il y a. Actuellement, dans les universités, je parle d'écoles d'agriculture, avec le volume qu'on passe, le volume horaire qu'on passe sur la vigne et le vin, c'est incroyable. Je crois qu'il y a 70 heures. Sur le palmier dattier, il n'y a pas 5 heures. Donc, le cursus de formation. On prend les vétérinaires, ce qu'ils font sur le cheval et le chien, c'est incroyable. Ce qu'ils font sur le dromadaire, c'est rien du tout. Et pourtant, il y a pas tellement à l'époque coloniale, quand c'était une agriculture entière, ils ont fait ils ont créé l'Institut de la vigne et du vin ici, etc. Comment ça se fait que nous, actuellement, on n'a pas un institut pour le palmier dattier? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas… Le palmier dattier, la date, ça doit être l'une des productions phares. Et ça peut rapporter des devises au pays. Surtout qu'on a des qualités qui sont incomparables avec ce qu'il y a ailleurs. Exemple. Et il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein, il y a Betrbalad. Chaque région, à Tougourt, ils vont te dire, nous, la meilleure date pour nous, c'est ça. On va dans d'autres régions, ils te disent, nous, c'est la meilleure date. Il y a plein. Chaque région, c'est un petit trésor. Quel est un sujet tabou? Tu as parlé du vin, de la culture du… Le vin, il rapportait énormément. J'ai lu des chiffres. 17 millions d'hectolitres en exportation à l'époque. Et il rapportait des millions de devises. On a dépassé les 300 millions de dollars à peu près. C'était juste après le pétrole. Est-ce qu'il ne fallait pas garder ça? Parce que ça rapportait de l'argent. Où est le mal de le garder? C'était un choix, de toute façon. Bon, c'était un choix politique, l'arrachage de la vigne, mais la vigne s'est imposée à l'époque. En 1930, quand la France a fêté son centenaire en Algérie, les vignerons français parlent qu'on ne veut plus de ce vin algérien. D'accord? Parce que le vignoble français s'était reconstitué après le phylloxéra. Et ici, ils voulaient changer, donc remplacer la vigne par quelque chose. Et il y a eu le projet de SIG. Ils ont commencé par planter d'oliviers. Donc, on aurait pu, par exemple, continuer sur cette lancée, parce qu'il fallait trouver une culture qui soit rentable, d'accord, et qui ne demande pas d'eau. La vigne n'est pas rentable? Non, elle est rentable, mais si on ne veut plus produire de vigne parce qu'on consomme, ou là c'est concurrentiel, parce qu'à l'époque on était quand même protégé, parce que c'était de la vigne. On aurait pu investir dans l'olivier. D'accord? On aurait pu, pratiquement, on aurait pu investir dans l'olivier. Même actuellement, on fait de l'olivier. D'accord? On est en train de subventionner l'olivier, etc. Mais l'olivier, actuellement, dans tous les pays, les gens parlent de variété. De variété. C'est-à-dire que c'est l'olivier c'est telle huile d'olive, de telle variété, tout.
Donc, tu trouves des exploitations agricoles, ils ont de l'olivier. 80%. Il ne sait même pas ce qu'il a comme variété. Et il y en a, c'est du mélange. C'est-à-dire, on ne peut même pas dire, si un jour on est face à un marché extérieur, on ne peut même pas dire c'est de l'olive, c'est de l'huile d'olive de telle variété. On ne peut même pas préparer, ni former, ni... Comme on prend les histoires de mise en valeur sur la steppe, les types ils se sont mis à travailler exactement comme s'ils étaient sur la mitidja. Donc la steppe, c'est absolument différent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est des sols qui sont nettement plus maigres, dans le sens où il y a nettement moins de carbone dans le sol et qui demandent, donc on irrigue beaucoup plus. On irrigue beaucoup plus parce que c'est plus sec. On est entre 350-400 mm jusqu'à entre 400 et 300 mm généralement, 250 mm. Et on ne peut pas produire de la même façon, c'est pas possible. Mais le manque de formation, il est terrible, il y a le manque de compétences. Et moi j'ai lu, je parle des vignes parce que j'ai lu, on m'a dit, des connaissances de la filière, bien que la filière elle va disparaître dans quelques années parce qu'on ne forme plus les gens qui savent faire de la vigne. Je fais des bas religieux, etc. Mais c'est normal qu'il y ait autant de manque de formation. Est-ce qu'il y a des agricultures qui peuvent disparaître en Algérie à cause du manque de formation? C'est sûr, c'est sûr. Donc le premier investissement qu'on fait, c'est le capital humain. Hein. Ce n'est pas ni sur le matériel, ni sur rien du tout. C'est le capital humain. Si le capital humain ne suit pas, tout est foutu. Parce qu'on a beau mettre tous les moyens qu'on veut entre les mains de quelqu'un qui est incompétent, ça ne donne pas de résultat. On a un truc qui dit اللي يعرف خدمته ما يتعبش وخدمته تبان. واللي ما يعرفش خدمته يتعب وخدمته ما تبانش. Absolument. C'est ça. Et pourquoi on ne vous écoute pas au niveau du ministère de l'Agriculture? Quels sont les rapports comme des experts qui maintiennent le ministère de l'Agriculture? Est-ce qu'ils se veulent comme? Est-ce que le ministère de l'Agriculture, dans la stratégie de l'État, du gouvernement, est-ce que vous êtes associés? Non, pas du tout. On est plus connecté étranger qu'Algérie. L'Union africaine, peut-être plus avec l'Union africaine? Contact plus avec, avec l'étranger qu'avavec l'Algérie, ouais. Incroyable. Finalement, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles sont les mesures que tu proposes au ministère de l'Agriculture et au gouvernement pour qu'il les fasse en urgence afin de redresser la barre? Il faut que... Il y a beaucoup de gens qui sont très compétents en Algérie. Il y a beaucoup de gens qui sont très compétents. Il faut réunir ces compétences. Il faut faire une réflexion qui soit vraiment technique et passer outre, appliquer à fond. On n'a pas le droit, on n'a plus le temps, parce que le temps de réaction biologique est lent. Hein. Comme on disait tout à l'heure, si on s'y mettait tout de suite, on n'aura pas de réponse avant 5 ans. Et la sécurité alimentaire, elle est en danger? D'ici 5 ans, si on s'y met tout de suite, hein, mais sur les rails et tout, on en aura pour au minimum 5 ans. Ou si on ne s'y met pas, c'est quoi les risques dans 5 ans? On n'aura pas de quoi manger. Au Venezuela, ils ont perdu entre 7 et 15 kilos de poids par personne. Ça peut arriver en Algérie? Ah ouais. On risque de ne pas avoir de quoi manger en Algérie. Et les drahams, ils pour importer et on n'arrive pas à développer notre agriculture et on risque de ne pas avoir... Mais ce n'est pas un scénario, je ne suis pas le seul à le dire, hein, il y a plein de gens d'économistes comme Ibn Warid, il y a plein d'économistes qui disent qu'on se dirige sec vers le schéma scénario Venezuela, hein, c'est clair. Mais en termes de l'agriculture, parce que la première chose, un pays qui arrive dans cette situation, ce n'est plus le problème de j'ai pas de téléphone ou il n'y a pas. Le problème, c'est se nourrir. Et on se nourrit 3 fois par jour. Et il nous faut nos 2500 calories. C'est tous les jours. Chaque individu a besoin de 2500 calories. Non, l'alimentation, c'est un besoin vital. Hein. Ça passe avant tout. Avant tout, c'est la première chose. Et ça, on l'a oublié. Et nous risquons, c'est rien n'est fait que dans 5 ans, on risque d'avoir des gros problèmes d'alimentation. On risque d'avoir des problèmes d'alimentation dès qu'on ne peut plus importer. C'est ça.
Ça peut être demain, après-demain, je ne sais pas, dès qu'on n'aura plus de réserve d'argent pour importer, on va se retrouver, on n'a pas de répondant. Merci Cécile d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Merci d'être avec nous. Merci à les explications تاعك ou les éclairages تاعك. نشكرك بزاف وإن شاء الله نتلاقاو معك dans une plantation où tu seras réellement aidé et soutenu par les autorités pour enfin donner le souffle à l'agriculture تاعنا. ونتلاقاو إن شاء الله في ساعة الخير. يعطيكم الصحة.